Bonjour à tous, merci d'être là. Le réseau Apogée est très heureux de vous convier à cette journée annuelle d'échange qui a pour ambition de vous offrir un temps d'inspiration. C'est une journée d'échange d'abord jusqu'à donc ce soir. C'est aussi pour cela qu'on a jugé important de conserver cette journée en présentiel, ces rencontres en présentiel. Une journée autour des sujets de l'innovation sociale, les associations réinventent l'innovation, on dirait l'UNIOPS. En tout cas, nous avons souhaité vous inspirer vos pratiques à l'occasion de ces journées, nourrir vos réflexions aussi pour que, bien sûr, de meilleures solutions aux problématiques sociales soient apportées, les problématiques sociales qui sont au cœur de vos actions tout au long de l'année. C'est une journée donc organisée par les équipes du service Racine. Je voudrais les saluer. On peut peut-être les applaudir aussi. Je pense à Maïwen, Le Bouille, Charlotte, Nivelet, Cécile, Terme aussi. Et puis j'ai une pensée pour Anthony Michaud, qui était à ma place toutes les années précédentes et qui reviendra bien sûr. Anthony, Apogée, vous le savez, est un réseau de mutualisation au service de l'économie sociale et solidaire, mutualisation aussi de réflexion. Donc, comme aujourd'hui, ces rencontres sont consacrées au thème de la coopération territoriale. Je pense que vous l'avez tous vu dans l'invitation et le programme qui vous a été présenté, un thème qui est au cœur de nombreux événements en ce moment. Alors ensemble, on va essayer de le rendre peut-être un peu plus concret. On va essayer d'en parler tout au long de cette journée. Je vous donnerai le programme tout à l'heure. Vous êtes des directeurs de structure, vous êtes des porteurs de projets associatifs, vous intervenez dans le secteur du handicap, du grand âge, de la jeunesse, de l'inclusion, de l'insertion professionnelle. Vous êtes les bienvenus. Cette journée est pour vous. Avant de vous présenter donc le programme de cette journée, peut-être que vous ne l'avez plus en tête, de ces rencontres, je vais demander à Jean-Baptiste Houdin de venir me rejoindre pour le mot d'accueil, puis quelques mots aussi de présentation du réseau Apogée. Bonjour Monsieur Houdin, merci de nous accueillir aujourd'hui et nombreux encore une fois. Bonjour Marilyn, bonjour à tous, merci d'être là avec nous. Je m'associe évidemment aux remerciements à l'équipe de Racine, ainsi qu'à l'ensemble du pôle administratif chez nous qui a pas mal travaillé dessus, et à une partie de l'équipe d'Affilia, qui est notre coopérative de conseil, qui a aussi travaillé sur une bonne partie de la journée. Donc, merci à tous. Merci bien. Est-ce que vous pourriez nous rappeler peut-être rapidement les grandes missions d'Apogée ? Oui, très volontiers. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous sont adhérents, mais pas tous. Donc Apogée, c'est un réseau qui a été créé en 1985 sur un premier métier de base qui est le référencement de fournisseurs. Et autour de ce métier-là, on a construit d'autres compétences avec un point d'orgue, un point commun important qui est le service apporté à tous les établissements de l'économie sociale et solidaire. Donc l'idée, tout simplement, c'est de dire que vous avez tous des métiers, des cœurs de métier sur lesquels vous êtes dans la maîtrise, et vous avez tous des trucs un peu emmerdants à gérer, qui sont toutes les fonctions support qui ne sont pas le cœur de métier. Et nous, notre ambition, notre volonté, notre vocation, c'est de vous aider là-dessus. Du coup, on est vraiment, des accompagnants sur vos métiers, et c'est aussi ce qu'on essaye de faire avec les rencontres aujourd'hui, mais on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Le réseau a été créé en 1985, il s'est beaucoup développé. Aujourd'hui, on a un peu plus de 8000 adhérents partout en France, donc ça commence à faire un petit peu de monde. On est très présent sur les territoires avec une équipe d'une 30aine de personnes qui vous rencontrent, qui rencontrent les adhérents très régulièrement, qui leur apportent des solutions, qui les accompagnent sur tous les services qu'on peut proposer. Et on a construit toute cette activité autour de notre projet, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site internet, avec deux grandes parties. La première partie, c'est ce que je disais, tout ce qui est accompagnement des fonctions support, expertise sur ces sujets-là. Et la deuxième partie, c'est tout ce qui est accompagnement de l'innovation sociale. On rentre en contact avec des porteurs de projets parmi nos adhérents ou même en dehors, et on essaie de les accompagner sur différentes problématiques, financement, gestion de projet, etc. Donc voilà en gros la vocation d'Apogée aujourd'hui. Quand je dis accompagnement des fonctions support, on va travailler sur de l'expertise sur les mobilités, expertise sur le patrimoine, trouver des solutions sur tout ce qui est RH, avec notamment une coopérative de travail temporaire qu'on a lancée il y a quelques temps. Donc c'est quand même assez complet.
Et on sait que les fonctions support de l'économie sociale et solidaire ont vocation à se professionnaliser. En tout cas, la démarche est engagée déjà depuis quelques années. Alors oui, tout à fait. Elles ont à la base surtout vocation à gérer une complexité. On sait très bien qu'il y a une réglementation qui est de plus en plus complexe sur tout un tas de sujets, hein, la sécurité, la mobilité, le patrimoine. Donc vous avez plein de lois qui vous arrivent, comment dirais-je, que vous avez à gérer quand elles arrivent et qui génèrent aussi des surcoûts. Donc notre travail à nous, c'est d'arriver à vous trouver des solutions et en maintenant les coûts et en faisant en sorte que ces fonctions support elles restent bien au service de vos projets associatifs, de vos projets institutionnels. Ça, c'est notre boulot à nous, c'est notre engagement, c'est ça qu'on veut faire. Très rapidement, on va parler de cette journée. Donc, les rencontres Apogée ont été créées en 2019, juste avant un début de crise. On nous a laissé un petit peu de temps pour évaluer comment ça s'était passé. Et pour préparer les suivantes. Pourquoi avoir souhaité créer ces rencontres ? Alors, la création des rencontres, à proprement parler, elle est venue d'une constatation très très simple, c'est qu'il y avait une attente de la part de nos adhérents. C'est-à-dire que quand on va voir nos adhérents, quand un chargé d'accompagnement chez nous va voir un adhérent, il se positionne bien comme le représentant d'une association vis-à-vis de son adhérent. Et du coup, notre adhérent, il nous dit, oui, d'accord, vous m'apportez un service, mais qu'est-ce qui fait que vous avez un côté associatif ? Et donc, on a un projet, je vous en parlais tout à l'heure, mais ce projet, il ne suffit pas de l'écrire, il faut aussi le transformer en action, en des choses qui sont visibles. Et la première chose qu'on a décidé de faire, enfin une des premières, c'est de dire on a des tas de gens qui sont très intéressants parmi nos adhérents ou en dehors, qui montent des projets qui peuvent être inspirants. On va déjà commencer par les faire voir ces projets. Et les rencontres, au début, ça a été vraiment sur cette base-là, avec d'autres sujets d'ailleurs. On a aussi fait... je crois qu'il en reste quelques exemplaires, un petit catalogue, un petit album de photos sur des projets qu'on avait vus. Ça, c'était Charlotte qui avait travaillé là-dessus. Elle est là. Et les rencontres, ça a été au début sur ce sujet-là. Et puis, des gens sont venus, on a travaillé ensemble et on s'est aperçu qu'il y avait aussi une attente très importante, c'est une attente sur le lien. Sur comment est-ce que moi, porteur de projet, ou souhaitant développer un projet, je peux rencontrer d'autres personnes qui ont rencontré les mêmes problématiques, faire un lien avec elles, m'inspirer de ce qu'elles font, trouver une tierce personne, à savoir Apogée, pour m'aider sur ce lien ou sur des solutions. Donc c'est créer des mises en relation aussi, hein, faire des mises en lien. Je ne dirais pas jusqu'à dire créer une communauté parce qu'on n'y est pas encore, mais ça peut être aussi le sujet à terme sur ce sujet-là, avec une volonté très forte de travailler en partenariat. C'est-à-dire que on est des gens, on est très terrain, on est beaucoup dans le pragmatisme, dans la pratique. Donc, on ne considère pas qu'on va créer nous-mêmes des concepts et les mettre en place. On essaie de s'inspirer de ce qui existe, mettre en relation et de travailler sur des coopérations et sur des partenariats. On entend bien déjà le thème de la coopération territoriale. Justement, pourquoi cette année avoir voulu consacrer ces journées à la coopération territoriale ? Bonjour messieurs, installez-vous, je vous en prie. Finalement, Marilyn est beaucoup plus gentille que ce qu'elle a laissé entendre tout à l'heure. La coopération territoriale, c'est le thème cette année. Déjà, de quoi on parle ? Qu'est-ce que c'est que la coopération territoriale ? Tout établissement se trouve sur un territoire. J'aime bien enfoncer parfois des portes ouvertes, comme ça au moins je ne prends pas trop de risques. Mais qu'est-ce qu'il fait sur ce territoire ? À quoi ça sert d'être sur un territoire ? À quoi l'établissement il sert pour le territoire ? Un territoire, c'est des gens, c'est des institutions, c'est des collectivités locales, etc., etc. C'est des interactions, c'est de la vie associative, c'est de la vie économique, c'est de la vie culturelle, c'est tout plein de choses. Et un territoire, ça se structure. Et nous, on considère que les établissements associatifs, ils sont majeurs dans cette structuration des territoires et que le travail qu'ils ont à faire là-dessus, on peut les y aider d'une manière ou d'une autre. On est très présent, on a des outils et souvent, quand on décide de travailler en coopération avec d'autres acteurs sur un territoire, on a besoin de ces outils. On parlait des fonctions support tout à l'heure, il n'y a pas que ça bien sûr, mais on a souvent besoin de travailler sur la mobilité, du patrimoine, etc., etc. Et donc nous, on a une capacité là-dessus à accompagner les porteurs de projets de coopération sur les territoires. Ça fait partie de l'ADN finalement du réseau. Ça fait partie de l'ADN du réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau s'est construit
non pas en travaillant avec toutes les associations gestionnaires, mais en allant au niveau des établissements. C'est-à-dire qu'on a pas mal de bénévoles d'ailleurs qui, depuis longtemps, ont été rencontrés des établissements, leur ont proposé d'adhérer. Donc on est vraiment sur un échelon très très local. Et du coup, on a gardé cette espèce de fonctionnement de base. Et quand on nous a demandé de travailler sur des mises en lien, etc., la première idée qui nous est venue, c'est le territoire. Et la coopération, évidemment, puisque c'est notre métier de base. Référencer les fournisseurs, c'est de la mutualisation à la base. Même si parfois les adhérents qui utilisent le référencement ne s'en rendent pas compte. Mais c'est bien ça. C'est bien ça. Très bien. Merci beaucoup pour cette introduction. On va démarrer le programme de cette journée. On va utiliser cette journée comme une grosse journée de brainstorming, tous ensemble. Vous allez le voir dans le programme qui vous sera présenté. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre Marilyn, merci à tous. Bonne journée et bon brainstorming. Alors. Eh bien, on va essayer. Alors, je voudrais pas qu'on prenne trop de retard. Je vais juste signaler les partenaires de cette journée. C'est important de les citer, les partenaires, sans qui, évidemment, on ne pourrait pas organiser les rencontres. Il y a l'Andésie, notamment la CRES en Auvergne-Rhône-Alpes, l'UNAT, les acteurs du territoire solidaire, les MARPA, en bas à gauche, l'UNIOPS, l'URIOPS, l'UNA également, l'aide à domicile, donc, et Géronto News, qui est notre partenaire presse. J'espère avoir cité tout le monde. Lunage, je ne l'ai pas cité, Odysseo également. Voilà pour les partenaires. Le programme, en quelques mots, on va donc faire une table ronde dans un instant. Cette table ronde, 9h45, on a un petit peu de retard. Comment impliquer toutes les parties prenantes de son territoire? Comment on embarque tout le monde finalement dans son projet de coopération territoriale? Quelles sont les étapes et les précautions à prendre? C'est le grand thème. On accueillera Noémie Mouret, qui est une chercheuse et qui travaille sur les jeux d'acteurs au sein des coopérations territoriales, très intéressant. Jean-Marc Sémoulin, qui a développé un projet assez sympa à l'intérieur d'un PTCE près de Paris, et José Palazon, qui représente une association, l'association Joseph Sauvy, et qui retravaille son projet associatif en ce moment vers plus de coopération territoriale. Il nous expliquera comment il compte s'y prendre. À 11h, le café des échanges. Donc vous écouterez, vous allez entendre 10 porteurs de projets associatifs qui sont suivis, accompagnés par Apogée, qui vont donc pitcher devant vous des projets originaux, des projets dynamiques. Vous le verrez, c'est très inspirant aussi. On espère que ces projets vous inspireront. Il y aura donc une première partie en amphi ici de 11h à 11h45 avec, je vous parlais de Gaspard tout à l'heure qui est avec nous, c'est lui qui animera cette partie-là. Et puis à 11h45, vous serez libérés de la salle pour aller dans le hall d'accueil, profiter de ce temps d'échange avec ces structures, ces 10 structures, le café des échanges donc dans le hall, et puis le buffet vous sera servi pour la pause déjeuner. On vous laissera le temps d'échanger avec les structures qui vous intéressent. À 13h45, les rendez-vous thématiques. Alors là, ce sont des tables rondes en petits groupes. Là, on est un peu nombreux ce matin. Vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir poser vos questions. Il y a 3 tables rondes, 3 rendez-vous thématiques différents. Financement et statut juridique, la coopération au service des habitants et la coopération au service de l'attractivité du territoire. Si vous n'êtes pas inscrit dans un de ces 3 ateliers, pas d'inquiétude, vous n'êtes pas obligé de sortir de la salle tout de suite pour aller vous inscrire. Restez là. Vous pourrez le faire à 11h45. Quand vous serez libéré, vous pourrez demander l'inscription dans le hall. Aucun souci. Je vous donnerai des précisions d'ailleurs sur les ateliers avant de vous libérer. 15h30, on se retrouve ici, après les ateliers qui vont avoir lieu dans des endroits différents de l'espace de l'Ouest lyonnais. 15h30, on se retrouve ici avec le rapport d'étonnement de notre grand témoin. Je vous en parle dans un tout petit instant. Et puis nous conclurons avant 16h, voilà, autour de 16h, avec le mot de Denis Baudard, le président du réseau Apogée. Voilà, j'ai fait le point sur le programme. Je vais vous présenter notre grand témoin. On va faire un petit échange rapide. Je ne le vois pas. Hop, il est là. Venez me rejoindre, Dominique. Dominique Olivier, je vous demande de l'accueillir. Bonjour. Dominique, je vais commencer par dire que vous êtes jeune retraité.
Et c'est pas pour rien que je dis ça, c'est parce qu'au moins vous êtes libre de toute obligation, de contrainte, vous avez la parole totalement libre et un regard désintéressé, mais nourri d'expérience. Vous êtes le fondateur d'une coopérative agricole qui s'appelle les Fermes de Figeac. En 85 a été créée cette coopérative agricole, une petite coopérative de mutualisation, d'approvisionnement, comme on dit, qui agissait sur un territoire pas très grand, 20 km de rayon, quelques 50 000 habitants. Aujourd'hui, cette coopérative est devenue une coopérative de territoire, 650 adhérents, 220 salariés, 5 magasins gamme vert, 5 filiales. On en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure cet après-midi, lorsque vous viendrez nous donner votre rapport d'étonnement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On est dans le Lot, pour ceux qui connaissent un peu les départements et qui aiment le Lot, tout près de l'Aveyron, peut-être que vous connaissez plus l'Aveyron, à l'est du Lot d'ailleurs. Et je signale aussi que vous avez participé à une autre coopération, c'est celle des fermes de Figeac avec tous les autres acteurs du territoire, puisque les fermes de Figeac ont créé le PTCE, le pôle territorial de compétences économiques de Figacteur. Est-ce que la seule question que j'ai envie de vous poser là tout de suite, ça permettra aussi de faire un peu connaissance. Est-ce que, selon vous, avec le recul, maintenant, jeune retraité que vous êtes, c'est un état d'esprit, la coopération territoriale? Et quel état d'esprit, dans quel état d'esprit il faut être? Oui, bonjour à tout le monde d'abord. On m'a demandé de venir pour faire un rapport d'étonnement. C'est la première fois que je joue à ça. Donc, soyez indulgents. Il y a deux questions dans votre question. Il y a l'état d'esprit de la coopération et l'état d'esprit de la coopération territoriale. Ça mérite de... 2 heures? Non. 2 heures, oui. La coopération, je pense, avec le métier que j'ai pu faire pendant 40 ans, que c'est d'abord beaucoup d'humilité et d'écouter l'autre. Et à partir du moment où on donne la parole à l'autre et que l'autre commence à s'exprimer, on commence à être porteur de projet ensemble. Après, on en parlait tout à l'heure avec votre directeur, nous ne cachons pas derrière les statuts, parce qu'ils cachent souvent des choses pas terribles. Ce n'est pas les statuts qui font l'action. Après, le territoire, j'en parlerai. Vous voulez que je parle du territoire tout de suite ou... Oui. Pour nous, le territoire, c'est... Alors, effectivement, on est passé de 8 salariés quand je suis arrivé à 230 aujourd'hui. On est toujours sur 20 km de rayon. Dans un secteur où on nous disait rien n'est possible. La culture est foutue et tout. J'ai beaucoup travaillé avec un grand responsable aveyronnais, pour ceux qui sont de l'Aveyron, un responsable paysan qui s'appelait Raymond Lacombe. Et quand on parlait du territoire, parce que c'est le territoire qui nous a guidés, il nous disait, je vais vous laisser là-dessus. Le territoire, c'est le lieu où les gens sont capables de s'engueuler. Et c'est beaucoup plus important qu'on le croit. Parce que sur le territoire, les gens se parlent. Dès qu'on va sur un espace plus grand, les gens écoutent. Ils reculent leur chaise, ils écoutent, ils ne s'expriment pas. Alors après, il disait de façon plus élaborée, c'est aussi le lieu où on est capable de monter des projets, les discuter et les assumer. Il y a une autre chose que vous avez dite, que j'ai notée, je l'ai trouvée très intéressante sur cette notion de territoire. On s'est aperçu, parce que vous avez fait faire un audit à un moment par des jeunes d'Agritech Paris d'ailleurs, je crois, on s'est aperçu que les gens, s'ils sont de nulle part, ne peuvent pas être acteurs. Et c'est vrai que le territoire de Figeac, à cette époque-là, c'était un territoire en déshérence. Je crois que c'est vous qui avez utilisé ce terme-là. Il n'y a pas de produit phare, il n'y a pas d'histoire particulière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que d'abord, pour porter des projets coopératifs de territoire, il faut... Alors, le but, c'était pas de porter un projet, c'est de développer les adhérents du territoire. Si la coopérative est là pour développer la coopérative, il faut vite la tuer. Le but, les gens ont fait une coopérative pour se développer eux, les adhérents. Et quelqu'un que j'ai bien connu quand j'étais jeune m'a dit, le jour où tu travailleras pour développer la coopérative, tu l'as. D'accord ? Déjà, nous on est dans un secteur, pour ceux qui vivent... Alors d'abord, c'est le plus beau pays du monde. C'est au-dessus de Figeac, c'est plus l'Écosse, c'est pas l'Auvergne, c'est à 60 km d'Aurillac, 60 km de Cahors.
Et on était un peu perdus, on ne savait pas par quel bout prendre le problème. On a mis longtemps à comprendre, parce qu'on ne comprend pas vite. En 1994, 2 ingénieurs de l'AgroParisTech, on a fait faire une méthode qui était innovante à l'époque, c'était un audit patrimonial. Et on a demandé quels sont les ressorts. Ils ont interrogé 155 personnes sur le territoire. Je ne vais pas tout vous livrer, mais une des premières choses qu'ils ont dit, c'est bizarre, les gens ici disent on n'est pas d'Auvergne, on n'est pas du Causse, on n'est pas de Cahors, on n'est pas d'Aurillac, on n'est pas du Quercy. Et on s'est aperçu avec le temps, quand les gens disent on n'est pas d'eux, ils ne peuvent pas être acteurs de leur projet et de leur territoire. Et on a passé 30 ans à dire on est du pays de Figeac. Et du jour où ils ont commencé à, alors avec les élus, avec la communauté de communes, du jour où ils ont commencé à se dire on est d'eux, ils peuvent être acteurs de leur territoire. Très bien, merci beaucoup. Je pense que le rapport d'étonnement va être très intéressant cet après-midi. Dominique, vous allez nous suivre tout au long de la journée, nous écouter. Vous allez suivre les ateliers aussi, au moins en partie certains. Et vous reviendrez tout à l'heure à 15h30. Je vous laisse vous installer et rester attentifs. Le QR code, je suis connectée au WhatsApp qui s'appelle les rencontres Apogée. Vous avez peut-être vu sur votre siège ce QR code. Vous pouvez le scanner là tout de suite si vous ne l'avez pas fait pour intégrer le groupe WhatsApp les rencontres Apogée. On vous en a parlé tout à l'heure, Charlotte et Naiwen. Vous allez pouvoir poser vos questions pendant la table ronde et même mettre vos remarques pendant la journée, pas de souci. Voilà, vous êtes plein à arriver, c'est parfait. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, ce sera plus simple. Il y a quand même des micros qui se baladent dans la salle. Si vous voulez lever la main pendant la table ronde pour poser une question, n'hésitez pas. Comment impliquer toutes les parties prenantes de son territoire? C'est le thème de la table ronde que nous vous proposons aujourd'hui. Je vais appeler Noémie Mouret, chargée de recherche sur les jeux d'acteurs au sein des coopérations. Jean-Marc Sémoulin, qui est président du PTCE Vivre les Mureaux, directeur de l'association d'insertion La Gerbe. Et José Palazon, directeur appui aux transformations pour l'association Joseph Sauvy. Venez me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Installez-vous, je vous en prie, Monsieur Palazon. Je ne demande rien, mais je vérifie quand même. Bonjour à vous trois. Merci beaucoup d'être avec nous. Peut-être question publique pour commencer, avant d'attaquer cette table ronde. Qui parmi vous, levez la main, participe déjà à un projet de territoire dans vos structures? 2, 3, 4, une petite dizaine. OK, donc on voit que c'est un sujet qui est assez marginal encore dans vos structures. Et qui pense que ce sujet mérite d'être clarifié pour être peut-être déployé dans vos structures, justement? Qui s'intéresse à ce... Alors je vois que les mêmes mains se lèvent, ça veut dire qu'on fait du projet coopératif déjà, mais on aimerait bien améliorer un peu ce dispositif. Très bien, ça nous permet aussi de jauger un peu votre attente par rapport à tout ça. Je vais faire un petit tour de table. José Palazon, bonjour. Vous êtes directeur appui aux transformations pour l'association Joseph Sauvy, une association de mutualisation de structures du sanitaire et social. Votre poste, appui aux transformations, a été créé pour accompagner finalement le nouveau projet associatif, hein, je peux dire ça comme ça. Il annonce un peu la couleur, ce appui aux transformations. Ces transformations passent par plus de coopération territoriale, je l'ai dit tout à l'heure, plus de participation de tous vos adhérents à des projets de territoire, des projets pertinents de territoire. On va en parler, notamment l'habitat inclusif partagé. Vous nous expliquerez évidemment comment vous mettez en place tout ça. Je ne donne pas la parole aux femmes en premier, je garde pour la fin. Jean-Marc Sémoulin, directeur de l'association d'insertion Gerbe, vous êtes à l'origine de la création du PTCE Vivre les Mureaux. Merci d'avoir fait le trajet ce matin jusqu'ici. Vivre les Mureaux est situé, alors je peux dire une cité de banlieue avec une image qui n'était pas forcément meilleure, avec des problématiques sociales en tout cas et économiques particulièrement fortes. Et vous avez fait le pari que les Mureaux deviendraient une ville touristique et atteindrait le plein emploi en 10 ans.
Voilà, c'est à peu près le projet de départ. Vous nous raconterez évidemment comment vous avez réussi à embarquer tout le monde dans un projet aussi fou. Il n'a pas fallu faire beaucoup d'erreurs, j'imagine. Noémie Mouret, je termine avec vous. Vous êtes chercheur en ESS à l'université Rennes 2. Vous préparez un doctorat et votre recherche est basée sur les jeux d'acteurs au sein des coopérations. C'est une recherche que vous faites au sein d'un PTCE aussi, qui est près de Nantes, si mes souvenirs sont bons, porté par une coopérative. La coopérative idéale, je la cite comme ça, vous pouvez prendre des notes si vous voulez, une coopérative donc de Loire-Atlantique, Nord-Ouest, je crois, qui est une des premières structures en France à avoir été reconnue PTCE, le PTCE NOLA. Voilà, pour être un peu plus précise, vous nous détaillerez tout à l'heure, décrypterez peut-être ce qui se passe à l'intérieur de coopération. Je voudrais qu'on aborde cette table ronde d'abord à partir du projet. C'est-à-dire qu'avant de parler des acteurs, comment impliquer toutes les parties prenantes de son territoire, je voudrais déjà savoir dans le projet porté, est-ce qu'il faut un cahier des charges particulier pour bien réussir son projet de coopération. Je voudrais qu'on commence d'abord par aborder cette question et je vous donne la parole, Jean-Marc, pour nous parler des muraux, bien sûr. Demain, ville touristique. Avec le plein emploi. Je sais que ça pose beaucoup de questions à ceux qui nous écoutent. Au départ, c'était juste une association d'insertion, en fait. Voilà, je suis toujours responsable et directeur d'une structure d'insertion. Et on remet en gros 30 personnes à l'emploi chaque année. Il y a quelques années, ça a été un électrochoc de découvrir que pendant qu'on faisait ça, sur la même période, il y avait à peu près le double ou le triple qui perdait son emploi sur le secteur dans lequel on était. Et du coup, c'était de se dire, mais c'est compliqué de remettre 30 personnes à l'emploi, mais si pendant qu'on fait ça, la société en détruit le double ou le triple, on va dans un mur. Et on n'allait pas devenir une usine à insertion, parce que ce qu'on sait faire à 30, on ne sait pas forcément le faire à 150. Et donc là, l'intuition, c'était de se dire, mais en fait, la ville des Mureaux a tous les symptômes d'une personne en insertion chez nous. Mauvaise image d'elle-même, mauvaise image des autres, manque de réseau, pas de compétences, enfin, on retrouve exactement le profil. Et en voyant ça, c'était de se dire, mais alors, si une ville a les mêmes symptômes qu'une personne, si ça se trouve, en ayant cette approche-là qu'on a sur le chantier d'insertion, peut-être que la ville va réagir comme une personne. Et on a commencé, je dirais presque pour s'amuser, juste pour regarder. Et on a été très surpris de voir qu'en fait, on avait exactement les mêmes retours. Et donc, voilà, on a fait une réunion où on a invité toutes les personnes, on a fait ce témoignage de ce que l'on pressentait. Et on a dit, on arrive à remettre quelqu'un en emploi en 7 mois. Pour une ville, on suppose que ça va être un peu plus long, ça risque d'être peut-être 7 ans. On va prendre 1 an pour 1 mois. On suit la même méthode, donc 7 à 10 ans, parce que le Covid nous a quand même un petit peu compliqué. Et voilà, qui veut rentrer dans le projet? Et on a eu 125 personnes et structures totalement différentes. Donc, association, on ne savait même pas qu'on était en train de faire un PTCE. C'est HEC qui, avec des étudiants qui sont venus voir un peu ce qui se passait au Mureaux, nous ont dit, mais en fait, vous venez de créer un PTCE. Mais comment est née cette idée de faire des Mureaux une ville touristique, finalement? Et quels sont les ingrédients, selon vous, dans ce projet, qui permettent finalement de poursuivre le projet, de le faire prendre, j'ai envie de dire? Alors, il fallait quelque chose qui fasse vraiment changer complètement de trucs. On dit, je pense que vous avez déjà entendu cette expression, qu'on prend souvent des décisions fausses parce que ce qu'on croit est faux. Et en fait, en France, on est le premier pays touristique. Par contre, les Français sont très très mal cotés sur l'accueil. Et la plupart des Français moyens pensent que les touristes sont là où ils vont en vacances et jamais là où ils habitent. Et moi-même, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, je suis bien un Français moyen. Il y a des touristes là où je vais en vacances, mais pas là où j'habite. Et en changeant ce paradigme, en me disant, mais alors, s'il y avait des touristes au Mureaux, ça changerait quoi? Et là, en voyant ma ville, en l'imaginant touristique, ça changeait un peu tout. Et à la suite de cette conférence, j'ai commencé de demander aux personnes, est-ce que vous croyez qu'il y a des touristes au Mureaux? Donc c'était l'éclat de rire. Des fois, les personnes mettaient un quart d'heure avant de se ressaisir. Et je disais rien, juste je les regardais. Et au bout d'un moment, d'un seul coup, après avoir ri, elles disaient, mais en fait, si c'était touristique, alors il faudrait que, par exemple, le premier hydravion au monde a décollé des Mureaux. Il faudrait relancer une animation là-dessus.
Ah, mais on a au Mureau 70 tombes du néolithique qui sont dans le jardin d'un privé, il faudrait en faire quelque chose. Et on a commencé de lister comme ça, mais on ne savait pas du tout où on allait. On a juste dit, ah mais c'est génial. Et puis j'ai refait ça avec une autre personne. Et on a été dans les quartiers et on a vu plus de 500 personnes. On a recueilli 280 idées de choses qui étaient très faciles à mettre en place, voire d'autres un peu plus lourdes comme l'animation avec les hydravions, qui ne sont pas encore... c'est juste dans les projets à faire. Mais, et là, on s'est dit, mais en fait, on est sur une mine, en fait, un potentiel. Et dès qu'on pense que la solution est sur le territoire, et c'est juste qu'on n'a pas vu où étaient nos pépites, si la solution est sur le territoire, mais en fait, il faut la faire jaillir, il faut que les gens reprennent confiance, mais exactement comme une personne en insertion. Le pôle territorial de compétences économiques, le PTCE, puisqu'on me pose la question qu'est-ce qu'un PTCE, peut-être qu'on va rentrer un peu dans le détail tout de suite, Noémie Mouret. Le PTCE, il sert à quoi? On le voit dans ce cas-là, le projet finalement avait tout d'un PTCE. C'est quoi un PTCE? Alors, bonjour à tous. Une toute petite correction, c'est pôle territorial de coopération économique. Qu'est-ce que j'ai dit? Compétences. Ah, de coopération. C'est le coopération qui fait toute la différence. Ah oui, Un PTCE, donc pôle territorial de coopération économique, ça vient un tout petit peu s'opposer au pôle territorial de concurrence, c'est-à-dire de compétition. Les pôles de compétition, les clusters de compétition ont été imaginés comme des pôles, donc des endroits, des territoires où une activité économique avec des acteurs en compétition se regroupe parce que c'est porteur d'affaires économiques. L'idée du pôle territorial de coopération économique, c'est de dire que sur cette base des coopérations, quelle que soit leur nature, on pourra revenir sur la nature des coopérations, le regroupement des acteurs va permettre à chacun d'eux d'y trouver un bénéfice économique, mais aussi pour le développement de leur territoire. Donc de l'emploi durable, donc de la transition dans le développement durable de leur territoire. Et la naissance de ces pôles s'est faite et a été inscrite dans la loi ESS 2014, c'est l'article 9 de la loi. Et ça a été donc cette idée, elle a émergé d'un collectif qui était porté par le labo de l'ESS, mais aussi l'AMES, le RTES, enfin tout un tas de trucs en ES, pour économie solidaire, sociale et solidaire. Et l'idée, elle a été d'inscrire dans la loi de l'ESS une autre manière d'entreprendre le territoire. Et dans cette définition donc, des pôles territoriaux de coopération économique, ce qui est vraiment très important, c'est la diversité des acteurs. C'est-à-dire qu'un pôle territorial de coopération économique intègre des entreprises sociales, des entreprises privées, des collectivités, de la recherche, des citoyens et des associations. C'est-à-dire qu'on a toute la société qui est potentiellement représentée, et qui est reconnue comme capable de faire des projets de coopération ensemble. Et dans cette définition, ce qui est très intéressant, c'est la notion de stratégie commune continue. Ça, c'est ce qui est inscrit dans la loi, la capacité des acteurs à créer des stratégies communes et continues. Et pour le coup, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est donc en 2022. La première vague d'appel à projets sur les PTCE a été faite en 2014-2015. Il y en a eu 3 depuis. La dernière date de 2021, a été portée par Olivia Grégoire. Et donc il y a une relance qui a été faite avec des financements pour l'émergence de ces pôles territoriaux. Et l'idée derrière ça, c'est d'essayer d'ancrer sur les territoires, de favoriser cette manière d'entreprendre différemment le territoire, de développer autrement le territoire et de reconnaître la compétence des acteurs à avoir cet effet finalement. Ces PTCE sont associés à un projet. Je reviens sur ma question autour du projet de départ, du projet coopératif. Sont associés à un projet où c'est d'abord des acteurs qui défendent une stratégie et vient ensuite l'idée de projet. Alors, c'est tout l'intérêt de comprendre qu'est-ce qui motive la coopération à l'origine. Ce qu'on observe dans la recherche, c'est que souvent la création d'un PTCE fait suite
à une étude qui a été menée par des acteurs sur un territoire, un diagnostic de territoire, souvent, de se dire, bon, ben, Ce qui a été le cas au Murau. finalement, ce qui a été le cas au Murau, effectivement, je pense que Dominique pourra nous en parler sur les fiches acteurs, moi c'est pareil sur le PTCE NOLA. À un moment donné, des acteurs se mettent autour d'une table et se disent, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On voit qu'il y a des projets qu'on monte ensemble, mais au final, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? En fait, on définit la coopération selon deux modes, et qui sont finalement les deux raisons d'être des PTCE, qui sont la coopération communautaire. Nous échangeons et nous coopérons parce que nous mutualisons des moyens, parce que nous avons besoin des besoins complémentaires les uns avec les autres. Et une coopération qui est plus une vision entrepreneuriale politique, qui est de dire, nous, certes, au-delà de la mutualisation de services et des compétences complémentaires que nous avons, qui nous amènent à faire des projets ensemble, parce que tu as la compétence, j'ai la compétence A et B, et la somme des deux fait que nous pouvons aller plus loin. Il y a cette vision plus entrepreneuriale qui est de dire, mais en fait, il faut aussi qu'on fasse ensemble parce qu'on est porteur de valeurs et on est porteur d'une vision transformatrice du territoire qui nous amène plus loin, qui nous offre une capacité d'innovation et qui nous permet derrière de porter une plus grande vision et un plus grand impact économique et social de nos activités. Il y a une question complémentaire. Est-ce qu'un réseau associatif territorial peut devenir PTCE? Tout dépend de qui est-ce qu'il implique. C'est-à-dire que j'ai cité les acteurs qui se retrouvent finalement... Ils doivent tous être présents dans le PTCE, ou est-ce que le réseau associatif peut être à l'origine de la création du PTCE? Absolument. En fait, ce qu'on observe la plupart du temps, dans la majorité des pôles territoriaux, les pôles territoriaux sont souvent hébergés par une structure moteur. Par exemple, dans le pôle territorial NOLA, donc Nord-Ouest Loire-Atlantique, celui dans lequel je travaille, la coopérative idéale, qui est la coopérative de mutualisation de services, pourquoi est-ce qu'elle est porteuse? Aussi parce qu'elle a davantage de moyens, que quand il faut faire un projet de coopération, eh bien, il faut des garants pour monter les projets de coopération. Et donc, quand on a une structure économique qui est peut-être plus costaude que les autres, associations culturelles, enfin tout type d'acteurs qui peuvent jouer dans un projet, eh bien, on a cette structure porteuse qui héberge le pôle territorial et qui permet derrière de fédérer les acteurs, de centraliser les informations, de répartir le pouvoir, d'organiser une gouvernance qui, par projet, permet de faire perdurer des coopérations. Mais il est quand même notable de voir que, au fur et à mesure des années, puisque maintenant il y a des PTCE qui ont plus de 7-8 ans d'expérience, au fur et à mesure des années, on n'observe pas toujours que les parties prenantes sont les mêmes. C'est-à-dire qu'en fonction des projets, les parties prenantes vont varier, tout simplement parce qu'un projet de territoire est ancré sur son territoire. Sur NOLA, on est à peu près sur 7-8 communes. Donc forcément que quand on va porter un éco-festival, par exemple, eh bien c'est davantage la commune sur laquelle se passe le festival qui va prendre en charge, qui va faire partie des parties prenantes très investies, qui va être davantage présente, qui va prêter du matériel, c'est très concret, mais voilà. Ou là où d'autres communes du territoire, elles, vont être beaucoup plus en retrait, voire absentes, alors qu'elles l'étaient les années précédentes. Et c'est donc on revient encore à cette définition de stratégie commune et continue, c'est-à-dire que ce continuum de coopération finalement ne s'observe que dans le temps et par projet. Et ce qui reste, c'est le territoire. Charlotte, sur le groupe Apogée WhatsApp, nous met le nom du réseau Wi-Fi. Je suppose que c'est pour que chacun puisse se connecter, c'est ça? Sur le réseau WhatsApp, le Wi-Fi, c'est Alpha 3A EOL. Voilà, si vous avez besoin de vous connecter. Et le mot de passe? Eh oui. Lyon avec une majuscule, 69 000. Lyon avec une majuscule, 69 000. Comme ça, vous avez le Wi-Fi de la salle. Excusez-moi de vous avoir coupé. José Palazon, bon, l'association Joseph Sauvy n'a pas l'intention de devenir PTCE, je ne crois pas en tout cas, mais porte en elle un projet de développement coopératif, de coopération, notamment territoriale, avec ce nouveau projet associatif. De quoi s'agit-il précisément? Comment vous mettez et pourquoi avez-vous choisi de développer le coopératif territorial? Oui, bonjour à tous. Effectivement, il y a un virage qui s'amorce au sein de notre... Montez bien le micro, voilà. Ah, c'est bon. Oui.
Un virage s'amorce donc au sein de l'association. Quelques repères quand même pour replacer. Alors pas de PTCE, mais en même temps, j'ai vu que certains en faisaient sans le savoir. Donc, comment dirais-je, Maître Jourdain. L'association Joseph Sauvy, c'est une association qui a eu un développement, enfin qui a connu un développement, je dirais, exponentiel, puisque en 20 ans, elle a multiplié par plus de 20 le nombre de ses structures, de son chiffre d'affaires. Enfin. Donc, avec un tel développement, on rencontre des limites. Et elle a rencontré au fil de l'histoire certaines limites. Donc, l'origine de l'association, Solidarité du monde agricole, avec un président actuel, donc Louis Mallet, qui est retraité, donc directeur de cave viticole, une cave coopérative, m'a donc amené à travailler en collaboration avant de rejoindre l'association, puisque j'arrivais d'une autre association il y a 2 ans, donc à l'issue d'une convention de coopération sur des fonctions support. Nous avons rejoint avec 4 établissements l'association Joseph Sauvy. Et c'est toute l'histoire de l'association. Donc rapidement, j'ai été chargé, comme dirait notre directeur général, des fonctions support, donc de tous les emmerdements. Et merci pour le tuyau. Et donc, mais en plus de l'élaboration du projet associatif. Premier écho, projet associatif, donc se mettre autour de la table pour penser l'avenir. Et sur une base de fonctionnement en silo qui avait été nécessaire pour effectivement structurer et asseoir les pôles, puisque l'organisation à pôle a ceci de pervers, c'est qu'elle isole les acteurs au sein même des institutions. Donc il m'a fallu, je dis il m'a fallu, puisque je me suis positionné sur une démarche d'animation. Il m'a fallu mettre autour de la table pendant plus d'1 an pour recréer une culture commune, les directeurs de pôle, les administrateurs et les usagers. Dans le résultat du travail, un poste, donc celui que vous nommiez tout à l'heure, directeur aux transformations, parce que effectivement, on se doit aujourd'hui d'accompagner aux transformations l'ensemble des fonctions support, mais aussi du cœur de métier. La porte d'entrée que j'ai choisie aujourd'hui, c'est celle de l'habitat inclusif partagé, parce qu'il nous permet de décliner au-delà des 5 axes de développement et de transformation prévus dans le projet associatif, dont la réorganisation interne, qui touche à la fois à la dirigeance et à la gouvernance. Donc, un des axes est celui d'engager le virage inclusif par des projets de développement des projets de territoire, dont l'habitat inclusif, ce qui nous amène à avoir plusieurs cordes à notre arc, et notamment aujourd'hui des projets. Alors pour être un peu concret, nous avons des projets d'habitat inclusif en Géronto, qui s'adresse à des personnes vulnérables, adultes handicapés, jeunes adultes aussi handicapés, mais à des personnes aussi en situation d'insertion par le travail, par exemple. Ce qui est interrogeant, c'est que les 2 projets qu'on est en train de mener de façon coopérative, avec d'autres organisations associatives, mais aussi avec les collectivités territoriales. Et quand je dis territoriales, dans les Pyrénées-Orientales, en dehors de l'agglomération perpignanaise, ce sont les zones rurales des hauts cantons reculés. Donc on est en train de couvrir des zones blanches. Et les 2 projets qui sont en train d'émerger vont être élaborés sur des friches immobilières sur lesquelles étaient bâtis
et sont encore bâties, puisqu'elles sont en cours de démolition, des caves coopératives. Voilà, donc c'est le hasard de l'histoire, mais c'est la réalité, donc ça interroge effectivement. Et ça, bon, déjà, le choix du lieu, c'est porté par l'association, c'est partagé avec les acteurs? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ce qui a fait que les acteurs de terrain se sont mis autour de la table pour réfléchir, c'est le travail que l'association, au travers de la réflexion sur son projet associatif, a porté au niveau de la communication. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a eu l'information à circuler, les collaborateurs, donc les institutions ont su qu'on était en réflexion et se sont rapprochés. Aujourd'hui, nous avons 5 projets immobiliers. Pour les 5 projets immobiliers, nous avons été approchés. Parce qu'on portait le contenu de... Vous parliez du rôle d'animateur. Je pense qu'avant de parler des parties prenantes, de comment on va les chercher un peu tous quand on est porteur de projets coopératifs, juste sur ce rôle d'animateur, est-ce qu'il il a été pour vous essentiel? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et je voudrais poser la même question à Jean-Marc Sémoulin sur finalement, est-ce qu'il faut un chef d'orchestre et quelles sont les qualités du chef d'orchestre? Alors, il faut, oui, un chef d'orchestre. Je pense que l'image est bien trouvée. Par animateur, alors un animateur, c'est celui qui met en mouvement, déjà, et celui qui donne une âme à un projet institutionnel. Je rapproche le micro, je me fais... S'il vous plaît. Alors, oui, alors un exemple tout simple, je représente de l'association Joseph Sauvy. Donc, c'est Philippe Bonnet, notre nouvelle recrue, donc directeur de la plateforme Handicap et Parcours, donc, qui m'a mis en relation pour cette table ronde avec vous. Il se trouve qu'ayant été recruté le 1er juillet, il est tout neuf, tout récent, on a fait un travail ensemble de cartographier les ressources territoriales par rapport aux besoins identifiés. Et nous avons comme ça fait émerger des zones... C'est-à-dire sur le thème de l'habitat ou sur le thème de Géronto, sur le service à domicile, etc. Quand je me présente dans les réunions, les premières réunions d'approche avec les institutionnels, donc on a un projet à Néfiac, à Villelongue de la Salangue, à Amélie-les-Bains par exemple, je ne me présente pas comme un émissaire de l'association pour monter un nouvel établissement, un projet, mais comme un facilitateur pour trouver des réponses mutualisées à la population locale sur le bassin de vie. Et on est en capacité aujourd'hui d'accompagner un projet. On a un projet Marpa qui est tout... Alors en bas à gauche, on a dit, les Marpa. En bas à gauche, oui. Voilà. Un projet Marpa qui est lancé dans une réflexion entre la municipalité d'Amélie et l'association Joseph Sauvy, qui est quand même composée pour un tiers des membres de la MSA. Et donc, demain, si le projet aboutit, puisque nous pouvons porter le foncier, par exemple, il n'est pas dit que ce soit l'association Joseph Sauvy qui gère en direct la MARPA, puisqu'elle doit répondre à un cahier des charges donc bien établi. On peut très bien participer à l'élaboration du projet, à la mise en œuvre du projet, sans pourtant avoir l'exclusivité de la gestion. Voilà, mais il faut un homme pour mettre tout le monde autour de la table. Jean-Marc Sémoulin, sur le projet des Mureaux, comment vous avez fonctionné? Est-ce que vous avez fait appel à quelqu'un d'extérieur, peut-être pour... Oui, il y a eu les deux, en fait, au début pour pouvoir rassembler un petit peu et puis animer, en fait, en ayant ces compétences d'animation. Une des particularités, c'est qu'une fois qu'on a cartographié tous les acteurs et qu'on invite toutes ces personnes-là autour d'une table, en fait, on a des responsables avec des champs de compétences, voilà, un délégué du préfet, une directrice de Pôle emploi, enfin tout un tas d'acteurs qui sont en responsabilité, qui représentent des structures. Et pour faire marcher un peu la méthode que nous, on a utilisée,
en entrée de cette réunion-là, qui était un peu la première où on rassemblait tout le monde, il y avait une table avec plein de chapeaux. Donc comme nous, notre structure d'insertion, c'est une ressourcerie, on avait plein de chapeaux bizarres avec des clochettes, des trucs un peu étonnants. Et donc en rentrant, ils devaient choisir un chapeau sans savoir à quoi ça allait servir. Donc déjà, ça crée un petit truc un peu décalé où on se demandait, tiens, puis les gens essayaient leur chapeau. Et donc du coup, ça faisait un truc déjà très sympa en démarrage. Et puis ensuite, on a expliqué au cours de la réunion qu'on allait devoir prendre des décisions en cours de réunion, que chacun n'allait pas pouvoir appeler sa direction de Pôle emploi au niveau régional ou la préfecture pour savoir si on avait le droit de prendre une décision ou pas, mais qu'en fait, qu'on pensait que tout le monde, d'après ses compétences, était en capacité de décider lui-même. Et donc, on proposait que tout le monde était là pour une raison professionnelle, mais qu'en fait, chacun allait parler en son nom propre. Et si jamais, pour une raison ou une autre, il était obligé d'évoquer sa structure en disant là, il faut que je fasse. Alors là, à ce moment-là, il mettait son chapeau à clochette, ou son petit truc rigolo. Tout le monde éclatait de rire, mais c'est parce que ça devenait très très sérieux, parce qu'il devait dire quelque chose au nom de son entreprise. Et ça a énormément détendu, et ça a redonné la possibilité aux acteurs de pouvoir prendre des décisions en séance, et donc du coup de pouvoir avancer sur les projets. Et puis vous engagez finalement les individus avant d'engager les structures. Avant que la structure soit membre, la personne individuelle doit être membre sur ses fonds propres, ça coûte 10 €, mais elle doit d'abord être adhérente, elle, et en plus très bien si elle peut faire adhérer sa structure, mais voilà, mais une structure ensuite de ne pas nous envoyer quelqu'un. C'est ensuite, si jamais cette personne est mutée, on va aller chercher comme membre d'abord personnel, et puis ensuite la structure. Alors, les Mureaux, ville du plein emploi. Il a fallu réunir les différents acteurs, vous l'avez dit. Pôle emploi, le premier, duquel je voudrais que vous parliez. C'est assez particulier de proposer à Pôle emploi de s'associer à un projet du plein emploi. Comment vous avez... déjà, pourquoi vous avez pensé que c'était important ? Alors, il nous semblait qu'on ne pouvait pas, si on voulait être inclusif, que c'était comme un peu compliqué de ne pas avoir Pôle emploi dans la boucle. Donc, on l'a invité, bien sûr, au cours de cette première réunion. Elle a vu qu'on faisait des choses un peu décalées, donc je pense qu'on lui a fait un petit peu peur. Mais quand on lui a proposé de dire, eh bien, nous, il nous semble que c'est une question cruciale pour Pôle emploi, on voudrait avoir accès à vos conseillers. Est-ce qu'on pourrait organiser une réunion chez vous avec tous vos conseillers ? Donc là, elle a eu vraiment peur et elle a dit... D'accord, ça m'intéresse, mais on va faire quelque chose en dehors des heures obligatoires. Donc le vendredi après-midi, sur leur temps de réunion, voilà, un peu décalé, personne n'était obligé de venir. Il y a eu 55 conseillers, donc 100% de ces conseillers sont venus. Elle était un peu dégoûtée parce qu'elle n'avait pas autant de personnes pour ses réunions habituelles. Nous, on a démarré la réunion, c'était très très tendu. En fait, on se retrouvait à 55 conseillers des Mureaux qui se font insulter dans la journée, enfin, qui ont vraiment une vie compliquée. Et on avait 1 heure pour leur expliquer qu'on allait, à eux les professionnels, devenir la ville du plein emploi, dont on ne savait pas exactement, nous, comment il fallait faire. Parce que c'est leur métier et pas le nôtre. On a démarré la réunion donc avec vraiment un mur de 55 personnes devant nous, très dur. On a présenté le projet, on les a fait rêver. Ils ont commencé de s'embarquer. Et au bout de 3/4 d'heure, d'un seul coup, on sentait qu'on les avait avec nous. Et là, il y en a un qui a dit « Mais en fait, si ça marche, parce que là, ça va marcher, mais si ça marche, nous, on va perdre notre emploi. » Et donc là, il y a eu un gros moment de doute et de flottement dans l'assistance. Et de se dire « Mais alors, on est en train de travailler pour perdre notre emploi. » Et soudain, quelqu'un a dit « Mais c'est pas grave. En fait, c'est tellement génial l'aventure. » que si ça marche, eh bien, on pourrait être recruté dans un autre pôle emploi pour mener l'aventure ailleurs. Voilà. L'autre qui avait une autre idée déjà de projet dans lequel lui pourrait s'investir, et ainsi de suite. Et tout le monde est reparti comme ça. À la fin de la réunion, les conseillers sont venus nous voir. Certains nous ont dit « Mais vous nous avez redonné envie notre métier. Nous, en fait, dans le quotidien de notre travail, on sait ce qu'on va faire. Il n'y a pas besoin que vous nous expliquiez ce qu'il faut faire. Mais ça a juste changé le sens. Et puis le week-end, eh bien, si vous avez besoin, je vous laisse mes coordonnées parce que je peux être bénévole sur des événements et tout. » La directrice a été complètement scotchée de la cohésion, de ce que ça a redonné à son équipe. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, c'était juste comme ça de regrouper un peu tous les acteurs de la ville et d'aller chercher chacun. Et donc là, c'est en ayant cette vision du corps, en fait. Ma personne en insertion, si la ville est une personne, en fait, chaque acteur de la ville est donc une cellule ou un membre ou quelque chose vivant.
Et quand j'ai un acteur qui n'est relié à rien ou qui tourne pour lui, comme on a évoqué, en fait, c'est un cancer. En fait, ça ne sert à rien sur une ville, une structure qui est là. Et nous, on avait énormément de cancers au Murau. Et juste de pouvoir redonner la vie, de la circulation et de dire, mais alors, ça va être quoi votre participation au projet de ville? Qu'est-ce que vous allez apporter? Souvent, on ne savait même pas. On a été voir des acteurs, on ne savait pas du tout ce qu'ils pourraient nous apporter. Je peux continuer encore une petite anecdote. Par exemple, on a un aérodrome. Donc nous, on voit passer les avions au-dessus de nos têtes et on sait qu'il y a quelques pétitions de temps en temps pour que l'aérodrome ferme. Voilà, on s'est dit, bon, c'est une pipe. Enfin, c'est un atout de la ville. Il n'y a aucun contact avec la ville, mais allons les voir et découvrons un peu ce qu'ils font, qui sont ces gens et tout. On découvre qu'il y a 5 clubs sur cet aérodrome. C'est le plus grand aérodrome en RB d'Europe. Et ces 5 clubs, on a le club de Neuilly, par exemple. Donc les patrons de Neuilly viennent voler au Murau. Nous, on croyait que c'était les jeunes qui allaient voler à Paris. C'est les patrons de Neuilly qui viennent voler au Murau. Et du coup, c'était vraiment cette découverte-là. En fait, ça fait 600 adhérents. Et nous, une des problèmes de la ville, c'est que les jeunes n'avaient pas de réseau, n'avaient pas de contact. Et on avait 600 cadres ou hauts dirigeants, parce que pour voler, voilà, il faut quand même avoir un petit peu de moyens ou de réseau. Et donc 600 personnes hautement qualifiées qui sont au Murau sans aucun contact avec la ville. Donc quand on leur a dit « Ah, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire des baptêmes de l'air? Parce que vous êtes obligés de voler autant que ça serve à des jeunes. Pas de racailles ici sur le terrain. » Mais c'est parce que vous ne connaissez pas les jeunes. On va vous en amener. On fait un essai juste pour voir. On a fait un essai. Le pilote était vraiment c'était tellement plus intéressant de faire voler 3 jeunes et de raconter un petit peu. Et donc on a mis en place un baptême de l'air. Donc 30 €, 30 minutes de vol. Pendant ce vol, on passe au-dessus de Thoiry, on voit des éléphants et des girafes. C'est une offre touristique. Elle n'a rien coûté à personne. Les avions volaient déjà. Mais c'est juste quelque chose d'exceptionnel parce qu'on a trouvé cette chose-là qui existait sur le territoire mais que personne n'utilisait. Et vous avez permis d'engager cet acteur du territoire qui était jusque-là raccroché à la ville et qui reprend sens en fait dans une vie globale. Pour l'association Joseph Sauvy, je voudrais qu'on rentre un petit peu dans le détail de qui sont les acteurs finalement que vous avez identifiés aujourd'hui pour les projets, notamment d'habitat inclusif partagé. Comment avez-vous prévu de mettre tout le monde autour de la table, de les engager aussi? Quels sont vos arguments finalement pour appâter les structures du territoire? Donc, appâter, alors comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas allé les chercher, hein, mais c'est le rayonnement de l'association qui a fait qu'on on a pu rentrer en contact. Et puis, il y a aussi l'aventure humaine. Hein, donc ensuite, c'est convaincre sur comment on y va et surtout comment on y va ensemble. Hein, c'est un petit peu la limite que l'on rencontre dans ce genre de coopération ou de collaboration. C'est qu'au-delà des femmes et des hommes, comment pérenniser les collaborations. Souvent, ça tient donc à cette interrelation fragile, puisque quand ils ne sont plus là, les collaborations sont remises un petit peu en question. Bien sûr. Comment les structurer pour qu'elles se pérennisent. Aujourd'hui, pour prendre des exemples concrets, c'est-à-dire là où nous avons avancé, on était sur des besoins de territoire que je ne vais pas développer, puisqu'on est sur les mêmes besoins un petit peu partout dans le territoire, avec un grand T. Sur les besoins des territoires, nous avions des MSP, par exemple, qui étaient en difficulté liée donc à l'équilibre économique. Et donc à la volonté donc des médecins de venir s'installer. Donc le CMSP en difficulté ou en cours de création nous ont approchés parce qu'au-delà de l'habitat inclusif, sur un travail de besoins, un travail collaboratif d'identification des besoins. Nous avons tous les services d'aide à domicile, de la petite enfance, les CESAD, les SAVS, les SAD et les SIAD qui vont bientôt fusionner, avec des personnels experts, spécialisés, mais avec des besoins identifiés qui sont tenus.
Le garder sur des hauts cantons un 0,10 de psychomote, c'est difficile. Voilà. Donc nous participons dans le cadre de protocole d'accord à l'élaboration du projet de la MSP, avec de la coordination mutualisée, avec un partage des locaux, ce qui permet déjà d'avoir des MSP sur des zones rurales désertées, des temps d'ouverture physique qui sont améliorés, ce qui permet de garder le lien avec la population et les besoins immédiats. Donc un des arguments, c'est le maintien de services sur les territoires. Je voudrais donner la parole à Noémie Mouret. On commence à parler des parties prenantes, là, comment on embarque le Pôle emploi, on pourra parler des collectivités aussi. Quels sont les jeux d'acteurs qu'il y a dans ces coopérations? Alors, vous travaillez sur les coopérations au sein du PTCE NOLA, mais je pense que c'est valable pour l'ensemble des coopérations. Quels sont les jeux d'acteurs que vous avez identifiés déjà dans votre recherche en cours à l'Université de Rennes? Alors, quand on parle de jeux d'acteurs, on parle en fait de jeux de pouvoir. Les jeux d'acteurs, c'est les sciences sociales qui s'y sont intéressées à partir de la fin des années 80, notamment par les travaux de Michel Crozier. Quand on parle, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux jeux d'acteurs dans les coopérations? Eh bien parce qu'on s'est aperçu que la coopération, c'est de l'humain. On l'a répété, je pense, bien assez. C'est de l'humain, c'est du territoire. Et donc, comment est-ce qu'on s'y prend pour que tout ce petit monde réussisse à s'entendre et arrive à créer des projets ensemble? Se posent deux problèmes. La rationalité limitée des acteurs, c'est-à-dire que chaque acteur n'est pas en pleine possibilité de tout savoir. Nous ne savons pas tout du contexte qui nous entoure, nous ne savons pas tout de ce que nous allons produire, et surtout, ceux avec qui nous jouerons, les autres acteurs, qui font partie de notre système d'acteurs, c'est ce que Crozier appelle le système d'acteurs, nous ne savons pas non plus quelles sont leurs intentions exactement, comment est-ce qu'ils vont prendre leurs décisions, et en plus, ces décisions sont dites contingentes, c'est-à-dire contraintes par des facteurs divers, des facteurs internes, des facteurs externes, des facteurs des besoins de ressources, etc. Et donc s'intéresser aux jeux d'acteurs dans la coopération, c'est s'intéresser aux liens et comment est-ce qu'on les renforce ou comment est-ce qu'ils se distendent pour pouvoir derrière mener des coopérations qui sont pérennes. Qu'est-ce qu'on peut observer aujourd'hui dans ces coopérations? Eh bien, c'est déjà ce que Jean-Marc commence à proposer quand il vous parlait de l'anecdote du chapeau. Ce qui est intéressant et ce que la sociologie nous apprend pour aller favoriser des liens entre les acteurs et d'un jeu d'acteurs plutôt positif, c'est d'aller réussir à créer des liens forts. Ce que Granovetter appelle les liens forts, c'est-à-dire des liens humains qui nous permettent de se faire confiance. Parce qu'à la base de la coopération, il y a la confiance. Sans ça, on ne peut pas, si on ne fait pas confiance à l'acteur avec lequel on monte le projet, il n'est pas possible, et d'autant moins quand en plus il y a des enjeux économiques évidents, des enjeux d'emploi, des enjeux de développement, de structure, etc. Si on ne se fait pas confiance et si on ne crée pas l'occasion de la confiance, alors la coopération échoue. Donc la question des jeux d'acteurs, c'est la question des conditions dans lesquelles nous allons créer des liens avec les acteurs et donc avec les humains qui nous accompagnent. Parce que dans les pôles territoriaux de coopération économique, quand on parle d'acteurs, en fait, on parle de structure. Je vous l'ai dit, on parle d'une collectivité, on parle d'un centre de recherche, on parle d'entreprises sociales, qui sont donc représentés souvent par un élu, qui sont représentés par un technicien de collectivité, qui sont représentés par un chercheur en particulier, qui sont représentés par un directeur d'association, une directrice d'association, etc., etc., le président d'un collectif citoyen, voilà. Et la question, ça va être d'aller créer l'occasion de la rencontre et créer l'occasion de la confiance entre ces acteurs. Et est-ce que, justement, c'est intéressant ce sujet du lien entre les acteurs, la confiance. Jean-Marc, j'ai l'impression, d'après ce que vous nous avez expliqué sur votre première réunion, la façon d'aller chercher la confiance, c'est d'aller chercher l'individu.
sous le chapeau notamment. Est-ce qu'il y a une autre façon d'aller chercher la confiance? Comment vous vous y prenez, peut-être vous, José Palazon, pour gagner cette confiance avec les parties prenantes? Est-ce qu'il faut de l'amitié aussi entre les acteurs? Alors, personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas que bâtir de la coopération sur des bases uniquement amicales puisse suffire, sinon ça se saurait. Alors, l'avantage que j'ai pu rencontrer au sein de notre association, c'est celui de la couverture territoriale. Volontairement, du fait de son histoire, nous couvrons l'ensemble des zones d'un département et un petit peu au-delà. Ce qui nous a permis d'avoir des relais. Donc, il y a des relais locaux d'élus, mais aussi de militants sur d'autres structures. L'autre point qui me semble important et dont je suis moins fier, on me dirait, c'est la constitution de notre conseil d'administration. Avec un conseil d'administration formé à un tiers de la mutualité sociale agricole, un tiers donc de Groupama et un tiers des acteurs qui ont rejoint l'association au fil de son histoire, nous pouvons aujourd'hui faciliter le lien avec l'ensemble des territoires, y compris ceux qui sont le plus reculés. Pourquoi vous disiez que vous étiez moins fier? Là, il faut m'expliquer. Parce que dans la transformation que je tente de mener, il y a une ouverture, effectivement, dans le cadre du pouvoir d'agir. Et là, on reste dans un cadre un peu traditionnel. Voilà, et on est encore dans un cadre traditionnel, mais l'association en a conscience. On a créé effectivement pour libérer la parole et permettre à la remontée des besoins d'atteindre notre conseil d'administration, des comités consultatifs, etc. Ça se met en place. J'en suis moins fier parce que ça ne fait pas partie de mon ADN personnel. Voilà. Oui. Noémie Mouret, vous nous avez parlé de point de vue général du jeu d'acteurs, jeu de pouvoir. Est-ce qu'il y a des acteurs, des parties prenantes, dans ceux que vous nous avez cités, qui sont plus complexes, plus problématiques à aborder, qui ont des comportements dans la coopération plus bloquants? Alors, je pense que nombre de représentants de structures de l'ESS vont se reconnaître dans cette problématique. Lieu commun des problématiques des pôles territoriaux de coopération économique et de tout projet territorial et de coopération mené par les acteurs, pour les acteurs, c'est la relation aux collectivités. C'est la relation aux collectivités. Pourquoi? Eh bien, les pistes de réflexion qui sont évoquées, c'est notamment la problématique d'une forme de compétition sur les compétences. C'est-à-dire que, exemple très concret, je vais prendre un PTCE qui s'organise autour de filières, comme beaucoup de PTCE. Les PTCE en général s'organisent autour de filières d'activité. Prenons la filière du réemploi-recyclage. Prenons des associations, des acteurs de terrain qui s'organisent entre eux pour monter des recycleries. Et prenons en face des collectivités qui ont la compétence de la gestion des déchets. Si on n'arrive pas à embarquer la collectivité, qu'est-ce qui se passe sur des appels à projets qui concernent le réemploi, qui concernent la gestion des déchets? Eh bien, on se retrouve dans une situation de concurrence pour aller chercher du financement, tant du point de vue du projet coopératif associatif, éventuellement porté par un PTCE, mais pas forcément, par un collectif d'acteurs. Et d'un autre côté, la compétence de la collectivité qui, elle aussi, veut pouvoir gagner des fonds pour pouvoir développer son offre et développer sa compétence pour gérer justement les problématiques sur cette filière-là en particulier. C'est là où le pôle territorial de coopération économique peut être intéressant, c'est là où on peut éventuellement proposer de se mettre tous autour de la table, de voir comment nous sommes éventuellement complémentaires,
dans la coopération, et comment de ces besoins des uns et des autres, des capacités des uns et des autres, qui des techniciens, du camion, de la possession immobilière, des terrains, typiquement plutôt attribués aux collectivités, qui de la compétence, de valorisation, de la mise en vente, de l'organisation territoriale, de l'animation, plutôt les associations. Comment est-ce que de ces compétences finalement complémentaires, nous pouvons créer ensemble un projet qui va faire finalement avancer la filière et faire que nous allons mener un projet de territoire durable avec des emplois locaux, etc. etc. finalement faire PTCE, ce collectif d'acteurs, dans un continuum d'une stratégie commune et continue. Donner un cadre, finalement, ça permet d'éviter peut-être ces jeux de pouvoir trop importants ou cette concurrence. Jean-Marc Sémoulin, vous confirmez la difficulté de la relation avec, je ne veux pas vous mettre en froid avec votre collectivité, mais vous confirmez la difficulté de coopérer avec les collectivités? Donc oui, c'est à gagner en fait à chaque fois, je dirais presque à chaque projet, puisque très souvent elle va dire mais attendez, mais là c'est à nous quoi. Mais ça permet un peu aussi de stimuler en fait, je pense, parce qu'après pour nous l'important c'est que le projet soit fait. Si pour finir la mairie s'en empare et le fait, c'est très bien en fait. Donc l'objectif c'est vraiment qu'on arrive au bout du projet. Et voilà, un peu sur chaque projet, on a toujours un moment de petite tension. Et, si ça peut leur donner des idées, hein, pourquoi pas. Non, la première adjointe est élue dans ses mandats, elle a le tourisme. C'est tout nouveau, mais... Et ben voilà, ça a permis quand même de créer content de ça. De faire bouger le territoire aussi finalement. Je voudrais, dernière question, parce que je vois qu'elle nous arrive d'ailleurs c'était celle que j'allais poser, la question qui nous est posée par Nathalie, comment concrètement, quels peuvent être les leviers permettant, alors la création du lien de confiance, puisqu'on en a parlé, je voudrais aller plus loin, des leviers permettant une coopération saine, une coopération durable. Je voudrais que chacun de vous, vous puissiez répondre à cette question. José Palazon. Alors, les leviers. D'abord, j'aimerais revenir sur la notion de projet. J'étais très intéressé par ce que vous disiez, c'est-à-dire que le projet, c'est ce que l'on construit ensemble. Donc, on n'a pas... en ce qui me concerne, penser des projets que l'on a proposés. Donc, le projet, c'est le chemin que l'on va parcourir ensemble. Je parlais d'animation tout à l'heure. Je pense que l'animation, c'est-à-dire l'accompagnement au vivre ensemble des institutions et des porteurs de projets, me semble essentiel. Il faut quelqu'un d'extérieur, a priori. Oui, effectivement, mais en interne, mais y compris en interne. Donc, sortir de la chefferie de projet, qui est la porte ouverte à la subsidiarité et au désengagement de l'autre, c'est ce qui m'a été le plus difficile au sein même de l'association. Passer d'une notion de projet descriptif et statique à une notion d'agilité par l'engagement d'un projet qui nous permette de voir l'avenir et d'être dynamique. Donc, ne pas perdre le contact, ne pas se dire qu'il y a une seule entité qui va gérer la résultante du projet. Le projet n'est pas une résultante, mais c'est un chemin que l'on continue à parcourir ensemble. Je parlais de bicéphalie au niveau de la gouvernance, pourquoi pas. On peut aussi, au niveau des éléments conceptuels, aller rechercher une notion, celle du directoire, qui est un petit peu aujourd'hui abandonnée, mais que l'on peut réinventer. On n'a pas besoin d'une chefferie personnifiée pour qu'un projet aboutisse, me semble-t-il. On parlait du cadre aussi tout à l'heure, le cadre juridique, les conventions de partenariat, ça fait partie des leviers aussi que... Alors, ça fait bondir certains des administrateurs. Aujourd'hui, l'association Joseph Sauvy, qui était mono-association, gère plus d'une dizaine d'entités juridiques. Des SASU, SAS, des SCI, des GCSMS, des groupements de moyens,
y compris des SCAE aussi, non EA, pardon, SCEA, donc les entreprises agricoles, la société civile d'exploitation agricole. Donc cette pluralité a complètement modifié la vision du monde, puisqu'il fallait, pour chacune d'entre elles, faire avec l'autre, intégrer la participation d'associés autres que ceux de l'association. Donc il faut des protocoles, il faut des conventions. Hein, c'est ce Tout à qui fait. est. Noémie Mouret, même question sur les leviers pour garder des coopérations saines et durables. Alors, je suis tout à fait d'accord avec José sur le rôle de l'animateur et le rôle de l'animation. D'ailleurs, c'est le premier poste de dépense des pôles territoriaux de coopération économique. C'est le financement de l'animation, et c'est ce qui pose question sur le modèle économique des pôles territoriaux. Selon moi, si je devais ajouter une chose, ce serait l'information sur deux plans. La mise en récit des coopérations qui nécessite donc être visible, savoir déjà se rendre visible, être visible, rendre compte des coopérations, mais surtout rendre compte d'une chose essentielle, ce sont les petites victoires. C'est-à-dire que si on veut voir survivre ces coopérations, il faut être capable, chemin faisant, de rendre compte des petites victoires qui sont rendues et qui sont finalement créées par les acteurs et les projets qu'ils montent, puisque si on ne voit pas le gain un peu à court terme, on reste humain. Si on n'arrive pas à voir dans les 2 ans, les 5 ans, ce qui est finalement fait, ce qui est finalement réalisé, c'est très difficile de rester investi et de se sentir toujours identifié, de toujours s'identifier à ce continuum coopératif. Et bien, la communication est très utile pour ça, notamment, et c'est ce que vous êtes en train de faire, il me semble, aujourd'hui pour Apogée, c'est-à-dire que vous créez un moment de rencontre, de visibilité de votre action sur le territoire, où chaque partie prenante, intéressée ou directement investie dans le réseau et dans le mouvement, peuvent constater vos avancements, peuvent constater ce qui est fait, peuvent constater qu'en fait, nous faisons nombre autour de ces questions. Et ça, c'est primordial. C'est une petite victoire. L'événementiel comme ça représente, parmi d'autres possibilités, mais représente finalement une petite victoire à laquelle on peut s'identifier dans un récit commun de nos capacités de coopération. Ouais. Jean-Marc Sémoulin, le levier pour garder une coopération saine et durable au Murau, est-ce que ce n'est pas l'habitant finalement? On n'en a pas parler dans cette table ronde. Je vais y venir, mais avant, je complète. Enfin, du coup, je suis vraiment d'accord avec ce qui a été dit et la manière de mettre en récit. Pour nous, on s'est dit, en fait, c'est les médias. Les médias écrivaient énormément de choses incroyables sur la ville. On a été les rencontrer, les journalistes des médias locaux, le Parisien, et ils nous disaient, moi, mon problème, c'est que tous les jours, dans le Parisien, j'ai une page entière sur les Mureaux, donc sur le Parisien des Yvelines, et ce qui me donne de l'info, c'est la police et les pompiers. Du coup, en comprenant son problème, c'était dit « Ah mais attendez, nous on va vous alimenter en portrait, en réussite ». Et on a complètement retourné et changé le visage en fait, de ce média. Et pour les habitants, déjà, c'était important qu'on se mette à parler en bien d'eux. Et je reviens aussi sur la fierté du territoire. Donc tout le monde avait honte, on ne met pas sur son CV qu'on est au Murau. Et donc dans le projet, on veut sortir 30 produits marketés du territoire. Je vous en présente un juste là. Donc c'est un peu aussi comme au judo en fait. Il y a des choses qui sont trop fortes, un ennemi qui est trop fort, je vais pas le prendre de front. Il faut que je fasse une clé pour utiliser sa force. Et au Murau, on nous disait mais c'est quoi cette ville? Il y a toutes ces nationalités. Et très bien. Donc nous on a sorti les Muriot Teuf. En fait, c'est une boîte d'œufs. On les vend en barrettes, parce qu'en fait, au Murau, on avait l'habitude d'acheter des barrettes. Donc, on s'est dit, on va changer un peu la disposition d'une boîte d'œufs. Et c'est des œufs colorés, donc on les a pas peints. C'est des poules de races différentes qui pondent des œufs de couleur. Et pour vraiment marketer le fait que différents en extérieur, mais identiques à l'intérieur. Et comment on a des produits comme ça qui impactent. Donc, les habitants vont, en fait, se sentent tellement fiers, du coup, d'être des Mureaux. Et c'est de mettre en valeur chaque petite réussite, ce que je disais Noémie Mouret il y a un instant. Les habitants, oui, bien sûr. Les habitants, et encore 1 minute pour vous résumer. En fait, j'aime vraiment transmettre ça parce que chacun peut se laisser pour soi-même, parce qu'après on écoute, on peut rêver des Mureaux. Bien sûr, vous pouvez venir en vacances au Murau. Le 24 septembre, on a une balade en dromadaire, parce qu'on fait une journée sur la Mauritanie. Et ça se fait l'aller-retour. Je viens d'aller-retour pour la journée, donc c'est possible aussi dans l'autre sens. Mais pour soi-même, là où vous habitez.
Je vous propose juste en 5 points, vous en rappelez, tout le monde a une main, je suppose, je crois que tout le monde l'avait en rentrant dans la salle. Donc 1, c'est stop, il faut s'arrêter là, vraiment, on va vers une catastrophe en fait. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez, mais il y a des territoires qui sont en train de mourir. Donc vraiment, c'est ce que je prends conscience du territoire où j'habite et de la situation dans laquelle il est. Stop, je m'arrête. En fait, quand je m'arrête et que je me dis, oula, ouais, c'est vrai, le chômage, tout ça, les jeunes, en fait, mon réflexe, c'est de se dire, je vais montrer du doigt et je vais dire, ah ouais, c'est la faute à un tel, c'est la faute, c'est l'État, c'est la région qui ne fait pas, notre maire, il n'est pas bon. Ok, voilà, je montre du doigt. Et en fait, quand je montre du doigt le coupable, j'ai 3 doigts qui sont pointés sur moi. En fait, peu importe la faute de qui c'est, j'ai 3 doigts sur moi. En fait, qu'est-ce que moi, je vais faire? Et c'est vraiment ça qui est important. Et alors là, en fait, je change de doigt. En fait, c'est le plus grand. C'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce qui me tient? Quelle est mon éthique? Qu'est-ce que moi, c'est ma foi, par exemple? Qu'est-ce qui me tire vers l'avant et qu'est-ce qui me fait grandir? Et comment je vais m'appuyer sur les valeurs que j'ai pour commencer à créer quelque chose, à imaginer comment mon territoire va pouvoir changer? Ensuite, c'est l'alliance. Une fois que je me mets en route, eh ben, je vais découvrir qu'autour de moi, il y a déjà tellement de gens qui se sont mis en route. Et alors peut-être que je peux commencer à faire partie de ce réseau de gens qui se disent comment on transforme notre territoire. Et puis ensuite, on l'a dit, c'est le petit doigt, ça sert à se déboucher les oreilles. Donc dès qu'on est ensemble, ce n'est pas pour parler, c'est justement pour écouter ce que les autres font et comment on se met en route ensemble. Voilà. Merci. Les Mureaux, si vous allez en vacances ou en week-end aux Mureaux, je pense que l'animation touristique à ne pas louper, c'est le plat des mamans. Quand même, il faut en parler. Donc ça, c'était toujours dans notre optique de dire on ne sait pas ce qu'on va trouver et quelle pépite on va sortir. On a été voir les jeunes qui sont au pied des tours et on leur a dit, vous avez entendu, la ville des Mureaux va être touristique. Donc là, ce n'était pas 10 minutes de rire, ça a été un peu plus long. Et voilà. Et on leur a dit, mais alors, voilà, si on arrive là avec des touristes, qu'on vous les confie, vous faites quoi avec? Ah, mais c'est nul, au Mureaux, il n'y a rien à faire. D'accord, alors on va compliquer un petit peu. C'est-à-dire qu'on vous amène 2 touristes, et non seulement il faut qu'ils reviennent, mais ce qu'ils vont faire avec vous, c'est tellement impressionnant, tellement bien, qu'ils vont revenir avec des personnes. Ça va être quoi? Vous leur faites faire quoi? On dit, ah, mais si on veut qu'ils reviennent, il faut qu'ils goûtent le plat des mamans. Je dis, ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ah ben parce que vous n'avez pas goûté, venez goûter le plat des mamans. On a été goûter et en fait on est dans l'accueil. Et là vraiment, comme Français, je me dis les Français on ne sait pas accueillir. Mais quand on est reçu dans une famille, c'est très très impressionnant. Donc on a commencé à chercher ça. On a vu qu'il y avait une appli mobile qui faisait comme on a Blablacar. On a la même chose pour le repas chez l'habitant. On a pris contact avec eux. On leur a dit, écoutez, on a un super projet, nous on a 100 nationalités au Mureaux, on voudrait faire découvrir un tour du monde culinaire en utilisant votre appli. Là, ils nous ont éclaté de rire au nez en disant, attends, vous n'avez pas bien compris, c'est une appli un peu haut de gamme, on ne va pas te déclasser en venant au Mureaux. Excusez-nous, c'est vous peut-être qui n'avez pas bien compris, c'est que vous n'êtes pas encore venu au Mureaux. On vous invite pour goûter le plat des mamans et vous allez voir. Ils sont venus, on a eu le DG national qui est venu au Mureaux, goûter le plat des mamans. Et revenus, on est devenu leur projet RSE, mis en avant gratuitement sur leur plateforme. Et on a par exemple le repas mauritanien où on va être assis. Donc ce n'est pas un restaurant, on paye comme Blablacar. En fait, on ne parle plus d'argent quand on arrive dans la famille. Et le repas mauritanien, on est devant un plat d'1 mètre, 1,20 m. Et tout le monde va manger avec la main dans ce plat au milieu de la famille et des enfants. C'est juste extraordinaire comme expérience. Et du coup, on a été chercher après des patrons et des acteurs en les invitant du coup pour ça. Le Covid nous a un peu mis à mal cette expérience, mais voilà, on a énormément de demandes pour reprendre. Vous l'entendez bien, la capacité à convaincre quand même, ça fait partie des atouts, des leviers de réussite. Merci beaucoup à tous les 3. Je pense qu'on peut les remercier de leur témoignage pour cette table ronde. Je vous invite à rejoindre la salle, à vous installer.